Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Qu'il est bon de vous retrouver pour cette sortie Délivrez-vous. Qu'il est bon de vous retrouver dans le bonheur et la belle énergie. Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Une émission que beaucoup vont particulièrement aimer. Une émission qui va tourner autour des sciences humaines et sociales. Une émission qui va tourner autour de la sociologie, de la littérature, de la philosophie. Tout sera joué pour l'intelligence et la pensée complexe et la parole élégante. Une émission qui sera Casimir et Samy. Bonsoir Samy, bonsoir Casimir. Bonsoir D'Angelo, bonsoir Casimir, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la RTVC. C'est un grand plaisir d'être là. Je voudrais aussi saluer ma fille qui regarde, c'est peut-être la plus jeune téléspectatrice de cette émission. Donc vraiment, c'est avec un plaisir qu'on va passer un bon temps ensemble pour parler du livre, pour parler de la sociologie. Bonsoir D'Angelo, j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision Caraïbe. J'en profite à la suite de Samy pour saluer ma famille qui me regarde, mon petit Mathias et mon manager à moi. J'en profite également pour saluer un ami, celui-là par qui je suis arrivé à découvrir les sciences humaines. Il s'agit bien de Jean-Louis Digandi. C'est quelqu'un que je ne rencontre pas beaucoup ces jours-ci, mais c'est quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je voulais profiter de cette tribune, de ce plateau, pour le saluer, et également Café Philo, dont je fais partie, et aussi, j'allais oublier, et mes amis ne voudraient pas bien entendu me le pardonner, mes amis de Continuum, avec qui j'ai eu de profondes relations, notamment des relations, je dirais, intellectuelles. Voilà, merci messieurs pour cette première approche. Je tiens aussi à saluer Samara, c'est peut-être la plus jeune téléspectatrice Délivrez-vous. Merci de regarder ma chérie, je te fais un grand bisou. Et je salue aussi tous les jeunes des écoles qui regardent, les professeurs, les étudiants de l'Université d'État qui regardent cette émission. Et je voudrais messieurs, pour reprendre un peu Samy, lancer les hostilités de cette émission en vous demandant tout simplement et tout bêtement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous lire? Qu'est-ce que ça mobilise chez vous, cette action? Je laisse la manche à Casimir. Bon, d'abord, je pense que lire pour ma part, lire est l'expression et la manifestation d'une histoire. Dans mon cas à moi, je n'ai pas eu de livre chez moi. C'est-à-dire, j'ai grandi dans une famille où c'était l'essentiel qui avait droit de citer. On devait aller à l'école, on devait apprendre l'essentiel, mais pas le livre au sens noble où je le découvrirai plus tard. Néanmoins, et j'ai essayé de le dire tout à l'heure, j'ai eu un parcours où j'allais par la suite rencontrer des gens avec qui j'allais découvrir le phénomène livre. Je pense à quelqu'un qui fait un doctorat actuellement qui s'appelle Amisfor. Je pense aussi à Gandhi, dont je viens de citer le nom tout à l'heure. Ces gens-là m'ont appris à découvrir la lecture par le biais d'une autre voie. Et grâce à ces gens-là, j'arrive à découvrir et à acquérir cette autonomie qui fait que lire n'est pas le simple processus de décoder les signes. Lire aussi, c'est un acte d'existence, c'est un acte de présence au monde, c'est un acte de distinction de soi, de se différencier par rapport à la fois au monde, par rapport aux gens, par rapport aux idées, par rapport aux faits, aux phénomènes. Et pour moi, en un mot, l'acte de lire, c'est un acte d'émancipation. Et je pense que, à la suite même d'Alberto Menguel, qui a écrit une histoire de la lecture,
qu'on peut toujours lire, pas uniquement à travers les livres, mais au-delà même du fait livre, parce que lire, c'est une nécessité humaine, c'est une nécessité dont on ne saura jamais se passer, puisque on aura toujours besoin de comprendre, on sentira toujours la nécessité de découvrir à la fois la personne qu'on est, mais également le monde et également les gens avec qui on évolue. Yeah. Samy, nécessité humaine? Oui, émancipation. Je ne voudrais pas avoir de désaccord aussitôt avec Casimir sur la première question. Et il faut vraiment prendre cette question de deux manières. Lire, pour moi, je suis un professionnel, un travailleur du livre aussi, pour avoir animé une émission autour du livre pendant 8 ans à la Radio-Vision 2000. Donc, lire, c'est un métier pour moi. C'est un métier. Mais lire aussi, c'est un plaisir. C'est un plaisir, je l'ai dit une fois, invité à l'émission de Jean-Pierre sur Absolument Livre sur la télévision nationale d'Haïti. Ouais. Je disais justement que j'ai découvert ma sexualité en lisant. Ouais. Donc, c'est déjà ça, pour moi, le livre, c'est un élément qui vous permet de vous retrouver, qui vous permet de vous chercher. Hein? C'est un élément qui vous permet, je suis d'accord, d'émanciper, mais aussi ça peut amener à d'autres dérives, parce que je ne voudrais pas quand même commencer par citer certains auteurs, notamment Jean-Jacques Rousseau, dans le cadre du premier discours, le discours sur la science et les arts, où il parle justement de ce sentiment chez les savants et les artistes, c'est un sentiment qui vise à dominer le monde, donc c'est-à-dire la lecture, la connaissance, n'est pas toujours une bonne chose. Et il faut le dire, mais lire, on le reconnaît aussi, ça permet d'évoluer, ça permet d'émanciper, ça permet d'avoir une meilleure vue sur le monde, ça permet aussi de mieux entrer dans le bonheur. Oui, Casimir, par rapport à ce que Samy vient de dire, par rapport à Rousseau, est-ce que tu tiendrais aussi ce point de vue? Penses-tu que la civilisation participe à la corruption de la race humaine? Alors, pour en venir à la position de Samy, j'aimerais dire une chose, c'est que je pense que, dans une large mesure, si l'on veut que la lecture, l'acte de lire même soit une activité d'émancipation, on doit d'abord avoir les bons guides. Moi, je viens de mentionner 2 noms, c'est pas parce que je n'ai pas rencontré des gens qui lisaient, qui m'incitaient à lire, mais ces gens-là me disaient, lis ceci, Casimir. Évitez de lire ce livre-là, parce que tu n'es pas encore en mesure de comprendre les propos du livre. Et il y a des livres aussi qui ont de fortes teneurs. Par exemple, on parlait tout à l'heure avant l'émission, par exemple, si on prend le livre Philosophie dans le Boudoir, je ne pense pas qu'on puisse lire un tel livre si on n'a pas eu, je dirais, des présupposés, une expérience de lecture qui fait qu'on va se distancier à la longue ou après coup, après avoir lu le texte. C'est déjà mon point de vue. Alors, en termes de culture linguistique ou en termes de moralité? Déjà en termes de vision du monde, en termes de vision de la sexualité, en termes de rapport homme-femme. Et pour ma part, je crois que le présupposé de départ qu'il faut pour lire, et je pense notamment à ton oncle Rodrigue, il faut d'abord avoir un bon guide, ou encore plusieurs bons guides. Si on n'a pas quelqu'un, ou plusieurs quelqu'un, qui se disent, bon, voilà, je vais t'apprendre à découvrir, je te le garantis, tu vas commencer à lire, puisqu'il y a vraiment de mauvais livres, et tu vas tomber sur un mauvais livre qui va te dérouter, qui va t'entraîner automatiquement vers la déviance. Mais par rapport à la thèse de Rousseau, est-ce que la civilisation, la modernité, les progrès techniques, est-ce que tout ça participe à corrompre l'espèce humaine? Il y a plusieurs Rousseau dans Rousseau. Il y a un Rousseau dans du contrat social, par exemple, qui pense que la société politique doit s'organiser d'une certaine manière. Il y a aussi un Rousseau dans Discours sur les sciences et les arts qui est aussi un anti-moderne. Donc, quand on parle très jeune aussi, Samy. Quand on parle de Rousseau, il faut comprendre Rousseau du lieu de la complexité, du lieu de l'ambivalence, du lieu, je dirais, de l'envers et de l'endroit. Parce que ce même Rousseau-là qui, dans
du contrat social postule qu'il faut une société politique qui s'appuie sur les lois, sur une volonté générale, bien qu'on ne va jamais s'entendre sur le concept même de volonté générale. Il y a aussi ce Rousseau dans le discours sur les sciences et les arts qui critique avec virulence la modernité, qui critique le savoir. Je ne vais pas me ranger dans ce point de vue-là, le point de vue de Rousseau. Je pense que, comme toute création humaine, la civilisation est à la fois porteuse de bonheur, pour utiliser un terme cher à toi, mais aussi de malheur. Et il faut savoir en tirer les bons partis. C'est mon point de vue de la civilisation. Je ne pense pas que la civilisation doit se saisir du lieu de la bonté uniquement ou encore du malheur uniquement. Je pense qu'il faut composer, c'est la composition, c'est la congruence des deux et qui fait que la civilisation est ce qu'elle est, qui fait que dans les rapports que nous, ou encore moi, qui fait partie de la civilisation, que je vais entretenir avec cette civilisation-là, que je vais me dire, bon, je vais prendre ce qui est bon de la civilisation, ce qui me semble bon, et je vais me départir de ce qui me semble mauvais ou ce qui me semble répréhensible ou détestable. Samy, pour faire dans l'éros pédagogique, comment tu définirais déjà la civilisation? Est-ce que tu penses que la civilisation fait du mal à la race humaine? Je voudrais revenir un peu sur Rousseau. Et Rousseau était clair et il disait justement que c'est pas que la civilisation en soi est mauvaise, mais notamment dans le premier discours, le discours sur les sciences et les arts, il dit que le désir de savoir, le désir d'avoir beaucoup de connaissances, de maîtriser l'art, c'est un désir qui prend naissance dans un sentiment de domination. Donc c'est ça, c'est là que pose le problème. La civilisation, moi, qui a eu des cours d'ethnologie à la faculté d'ethnologie, bon, il y a beaucoup de choses qu'on dit sur la civilisation. On parle de malaise dans la civilisation aussi. La civilisation est son bagage qui est nécessaire, c'est très nécessaire, mais en même temps, c'est un concept assez complexe dans la mesure où il faut déterminer de quelle civilisation on parle. Est-ce qu'il existe une civilisation universelle, par exemple? Est-ce qu'il n'y aurait pas une civilisation pour chaque peuple? Est-ce qu'il y aurait une civilisation mondiale, au sens où on va vers une sorte d'uniformisation à l'américaine ou à la nord-américaine ou à l'européenne aussi, pourquoi pas? Donc, il faut être très prudent par rapport au concept civilisation. Je ne dis pas que la civilisation corrompt les mœurs, et bien que Rousseau a été très clair sur ce point. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprendre Rousseau comme ça. Il faut vraiment nuancer parce que la civilisation mélangée à la technologie, à la science, ça fait tout un cocktail bizarre. Donc, il faut vraiment qu'on sache, et là, je suis peut-être d'accord avec Casimir, tirer le bon grain du livret. Et je voudrais, messieurs, continuer avec la discussion pour vous dire, est-ce que la lecture participe, à votre avis, dans des logiques civilisationnelles, à créer du lien social? Est-ce que la lecture permet cette création de lien? Oui, parce que le premier principe de la lecture, c'est celui du partage. Du partage. Et en ce sens, je voudrais saluer mon professeur, en même temps mon mentor, mon ami Marc-Xavier, qui est, à mon avis, l'un des professeurs, des écrivains de la place qui aime partager le plus ses lectures. À mon avis, Samy, c'est le plus grand lecteur d'Haïti. Oui. Quel lecteur? C'est le lecteur par excellence. C'est le lecteur officiel. Oui, c'est un passeur de livres, c'est un grand passeur de livres, Marc-Xavier, qui m'a fait lire beaucoup de livres. Et Marc-Xavier me dit, du temps où on était à l'école normale supérieure, beaucoup d'acheter, peu de lus. Tout à fait. Donc, souvent, on achète beaucoup de livres, mais on n'a pas vraiment suffisamment de temps pour les lire. Donc, il faut les lire. Et Marc nous passait beaucoup de livres. Donc, il faut lire. En fait, la lecture, le premier principe de la lecture, c'est de pouvoir partager cette lecture après. Ou bien on passe le même livre à quelqu'un d'autre, ou bien tu trouves quelqu'un qui a lu le même livre que toi.
Et en ce sens, on commence par parler du livre, partager, essayer de voir. Et toi, tu as vu tel aspect sur telle langue, moi, je ne le vois pas comme ça. Donc, nécessairement, c'est le lien qui commence à prendre place parmi les humains. D'où le texte permet la création, Casimir, d'une sphère commune de citoyenneté. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi, parce que on doit s'entendre déjà sur le terme de lien, parce que lien social ne veut pas nécessairement dire démocratie. Parce que je crois avoir compris dans ta question que puisqu'il s'agit de lecture, puisqu'il s'agit de lien social, il s'ensuit automatiquement qu'il va y avoir une expérience démocratique de lecture. Je pense que l'activité de lecture permet un certain lien social, certes, on s'entend, un certain rapport entre les individus, mais ce lien-là n'entraîne pas automatiquement, du moins de mon point de vue, n'entraîne pas une expérience démocratique au sens où les lecteurs, dans leur expérience, parce que on peut prendre le cas de la Bible, par exemple. Pendant longtemps, on a appris aux gens, par exemple les fils de Cam, qu'ils étaient noirs, de par leur couleur, qu'ils étaient condamnés à vivre l'enfer sur terre. C'est un lien, c'est l'expérience d'un lien social. Mais cela, comme je viens de prendre l'exemple, cela ne traduit pas du tout l'expérience, je dirais, d'égalité entre les fils de Noé pour rester dans le schéma biblique proprement dit. C'est une façon pour te dire que je pense que c'est vrai que déjà, il y a un médium qui est sorti de quelqu'un, qui est le livre, et qui prétend parvenir à quelqu'un ou à plusieurs autres personnes qui sont les lecteurs. Je pense que cette relation-là est assez ambiguë. La relation qu'il y a entre le lecteur et entre l'auteur du livre et le lecteur. Parce que le lecteur, justement, peut produire son discours pour empêcher l'émancipation du lecteur. L'auteur. C'est ce dont nous parlions tout à l'heure, à savoir qu'il y a tellement de mauvais livres que l'expérience de partage même arrive difficilement à émerger. Parce qu'on peut justement utiliser un livre pour ne pas partager. Et quand est-ce que le livre, Samy, est mauvais? D'abord, quand il est mal écrit. Parce que quand même, le livre, l'écrit, c'est un travail. Donc, il faut savoir le faire. Il faut avoir la maîtrise de la langue dans laquelle on veut écrire. Donc, pour moi, je commence à juger un livre mauvais à partir de la qualité de la langue utilisée. Est-ce que ce matériau-là qu'est la langue, l'auteur qui prétend écrire maîtrise ce matériau-là? Parce que je sais de quoi je parle pour avoir reçu tellement d'auteurs à mon émission à Vision 2000. Il y en a qui écrivent en français, mais en réalité, quand on lit, on voit que c'est du créole. Il y a des expressions vraiment bizarres. Donc, et l'inverse est vrai aussi. Il y en a qui écrivent en créole, j'imagine, et tu as l'impression que c'est du français. C'est du français. Donc, j'ai vu beaucoup de choses en matière d'écriture, en Haïti notamment. J'ai même reçu des fois des écrivains qui évoluent et qui vivent en province, du côté de Gantier, qui me racontaient qu'ils vendaient leur bétail pour pouvoir imprimer et publier leurs textes. Donc voilà, pour l'Haïtien, le livre, c'est un élément tellement précieux, tellement important, donc qu'ils font n'importe quoi pour pouvoir non seulement posséder les livres, mais aussi pour pouvoir en écrire et devenir auteur. Devenir auteur en Haïti, c'est tout un projet et c'est très tentant. Et ça donne de la visibilité. Ça donne de la visibilité, ça donne un certain réseautage. Ouais, ça donne de l'importance aussi. Ouais, tout à fait. Je suis un auteur, donc... je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui, voilà. Donc, le livre est mauvais quand il est mal écrit. Le livre est mauvais aussi, mais ça n'arrive pas tellement souvent quand c'est un livre qui fait la promotion d'un certain nombre de choses qui va à l'encontre du progrès, qui va à l'encontre de l'émancipation de l'homme. Ouais. Donc, mais je n'ai pas encore vu. Il y a des livres qui ne sont pas mauvais que je ne lis pas, moi. Et par exemple, je ne lis pas les livres sur la pensée positive, par exemple. Et des livres qui vous disent comment devenir millionnaire en 24 heures. Je ne lis pas ces livres-là parce que je n'ai pas envie de devenir millionnaire. Et en plus, quand je lis pour mon plaisir, je lis pour la nécessité aussi, parce que dans le cadre de mon travail, je dois lire ci ou ça. Ouais. Mais
et l'acte ou bien la décision d'aller lire un livre, pour moi, c'est d'abord le plaisir. Ça commence bien, messieurs, pour cette première série de discussions. On va observer la première pause à l'émission du bonheur. Délivrez-vous. Y a-t-il des mauvais livres? Oui, il faut lire, mais faut-il lire n'importe quoi? Nous allons voir tout ça dans cette deuxième série Délivrez-vous. Je vous rappelle que je suis avec Casimir, je suis avec Samy, 2 lecteurs, 2 sociologues. Et je m'en vais de ce coup demander à Casimir, est-ce que toi, personnellement, tu es déjà tombé sur un mauvais livre? Où tu te dis, mais c'est dégoûtant. Le propos est dégoûtant, la syntaxe est boiteuse, le système ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. Mais néanmoins, moi, de par mes expériences de lecteur, je ne crois pas que les livres que je vais considérer comme étant mauvais vont s'appuyer sur les critères nécessairement des critères linguistiques ou encore des critères de rhétorique ou encore des critères qui sont liés à l'exigence même de la langue. Je pense qu'un livre est mauvais lorsque ce livre-là a une certaine force de persuasion qui arrive à vous dérouter. Et ça me fait penser à un propos qu'a tenu Michel Onfray dans une interview. Il a soutenu cette idée et moi j'y adhère totalement. La vraie vertu pour lui et pour moi aussi du livre, c'est de nous permettre de découvrir le monde. Je pense que si un livre ne nous permet pas de découvrir le monde, et un livre nous permet de nous enfermer davantage dans le phénomène livre, je crois que ce livre-là ne vaut pas la peine d'être lu. Ce livre-là, à mon avis, est un mauvais livre. Est-ce que tu as des souvenirs de toi lisant un dernier livre? Tu as le titre? Oui, tout à fait. Si tu veux que je te donne un exemple. Pourquoi pas? Maintenant, actuellement, je lis Médias et visibilité sociale, un texte que j'ai téléchargé sur Internet. C'est un travail qui a été réalisé par un observatoire de recherche, je crois que c'est au Canada, qui traite justement de la relation qu'il y a entre le discours médiatique et les processus de visibilité et d'invisibilité d'un type de sujet à l'intérieur de la société. Par exemple, dans ce livre, on montre comment on invisibilise les ouvriers, les femmes battues, les gens qui se trouvent en marge de la société, comment on expose ceux-là qui sont considérés comme des modèles sociaux. Par exemple, mais ce texte n'est pas mauvais. Il est très intéressant. Alors, oui. tu m'as demandé le dernier texte que je lis actuellement. Je te le dis maintenant. Alors, je voulais dire le dernier texte mauvais que tu as lu. Tu t'es dit, mais alors là... Ça remonte à longtemps. ça remonte à loin. Il me semble que tu as peur de mentionner le titre. Non, justement, ce n'est pas là le problème. C'est que je suis arrivé à un stade où présentement, je me suis dit que je me choisis ou encore que je choisis mes lectures. Je ne choisis pas n'importe quel livre, je choisis mes livres par exemple sur la base des références d'autres auteurs, je choisis mes livres sur la base des discussions que j'ai avec des amis. Mm-hmm. Donc, je me départis autant que possible des mauvais livres et je me fie beaucoup à ce que me disent soit mes amis, mm-hmm. soit des auteurs que j'estime être compétents sur une question, soit par exemple ce que je découvre à la télé, dans des documentaires ou encore dans des films, puisque je suis un cinéphile invétéré. Donc voilà. Voilà. Samy, mauvais livre. Mauvais livre, j'en ai lu tellement. Parce qu'il faut vraiment, il y a une distinction qui est nécessaire ici. Et quand on parle des livres, il y a des livres, parce que tout à l'heure il parlait d'un livre, c'est un essai. Mm-hmm. C'est un essai, c'est un travail académique qu'on ne lit pas de la même façon qu'on lit un roman, qu'on lit un recueil de nouvelles ou encore un recueil de poèmes. Ouais. Souvent, quand je parle de lire, je parle de... Quand je lis, par exemple, un essai, je ne pense pas que je lis, je pense que je travaille. Quand je lis, en réalité, c'est quand je lis un roman, c'est quand je lis des nouvelles, des histoires, des récits, ou de la poésie. Ou de la poésie que je lis assez souvent. Et donc, moi, les livres que je lis en général, c'est de la littérature.
c'est de la littérature. Pour les autres livres, les livres de sociologie ou les livres de management que je lis, c'est pour le travail. Quand je lis, je pense que je travaille. Alors, et de mon statut d'animateur du livre, et depuis 8 ans, je crois avoir lu tellement de mauvais livres que je ne peux pas vraiment me rappeler des titres. Je ne voudrais pas les citer non plus. Mais il y a certains, par exemple, j'ai lu un recueil de poèmes. J'ai reçu l'auteur une fois et qui a écrit des vers, et des vers vraiment bizarres. Mes rues défenestrées, le chien aboie, le monologue d'un cadavre. Voilà une strophe dans un poème. Et les lecteurs qui s'y connaissent verront de quel auteur je parle. Là, je ne vais pas citer son nom. Là, nous sommes au degré zéro de toute valeur littéraire. Oui, comme quoi la poésie serait une opacité complète. Et il suffit d'utiliser des mots difficiles et compliqués, rares. Et puis on est moderne, et puis sans cohérence, on est opaque, texte, voilà, aucune cohérence. Ouais. Sans logique dans le flux des images. Georges Castra, à mon avis, le plus grand poète haïtien, qui disait que la poésie, c'est l'unité du son et de l'image. Hein. Donc voilà. Ou encore, j'ai eu un professeur une fois qui a fait un livre, mais il y avait un étudiant qui commentait le livre et l'étudiant arrivait à démonter presque toutes les thèses du professeur, et le professeur était très fâché. Et le livre était mauvais, effectivement, parce que c'est un livre qui est bourré de citations. On n'a pas l'impression qu'il y a eu vraiment un travail de réflexion de la part de ce professeur-là. Donc il y a tellement de mauvais livres. J'ai reçu, par exemple, 2 jeunes de Gantier dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont écrit des poèmes vraiment abracadabrants. Mais je les ai lus sur les ondes, mais je les ai conseillé quelques bonnes lectures, quelques bons livres à lire. Parce que moi, je reçois tout le monde, je lis tout. Et parce que c'est important de savoir ce que les gens veulent écrire et comment ils les écrivent pour pouvoir les orienter. Parce que quand même, je me considère comme une sorte de... Comme un passeur. Comme un passeur, à l'instar de Marc Xavier. Aussi comme un guide qui cherche à dire, écoute, si tu lis un tel, si tu fais comme ça, ce serait mieux. Hein. Et pour les bons livres, messieurs, j'imagine qu'il y a des livres qui vous ont beaucoup marqué. On va faire un petit jeu. On va essayer de vous enfermer dans une trilogie. J'aurais bien aimé que vous me disiez quels sont les 3 titres de livres qui vous ont profondément marqué. Des livres que vous portez en vous comme des enfants. Vous êtes enceinte de ces textes. Je commencerai par Casimir. Est-ce qu'il y a un premier livre qui t'a profondément marqué? Si tu m'accordes une minute, j'aimerais réagir sur 2 choses que vient de dire Samy. La première concerne l'activité de lecture, à savoir que lire pour lui, c'est lire de la littérature. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que déjà l'activité de lecture ne saurait se résumer au fait de lire un type de livre particulier, puisque je viens d'inciter tout à l'heure sur Alberto Menguel. Alberto Menguel, dans une histoire de la lecture, a montré que la lecture a précédé l'écriture, a préexisté à l'écriture. Et ce qui est surprenant comme découverte, il a montré par exemple que dans les civilisations anciennes, que les astrologues savaient lire les étoiles, savaient lire la température et avaient le pouvoir sur l'environnement, sur le futur de la température. Tout cela pour dire quoi? Tout cela pour dire que je crois qu'on peut toujours trouver du plaisir à lire un essai, à lire un texte dur, autant qu'on peut trouver du plaisir à lire un texte littéraire, parce que l'activité de lecture, c'est une activité, je dirais, de conquête de soi au travers de médiums qui s'appellent lettres, qui s'appellent signes. Alors, suivant la tradition, je dirais, d'écriture de la civilisation, de la culture dans laquelle on se trouve. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est concerne les mauvais textes. Pourquoi n'ai-je pas insisté sur le côté grammatical? Je suis prof de français, prof de lettres, je sais plus ou moins, et de même que Samy, qui est enseignant, qui a été enseignant pendant un certain temps, il le sait aussi. Je ne veux pas insister sur le côté grammatical ou encore sur le côté, je dirais, non littéraire. Si les littérarités, il n'y en aurait pas. Parce que je pense que celui-là ou celle-là qui écrit
exprime un besoin au travers même de son texte. Et ce besoin-là, dans une certaine mesure, se traduit dans ce qu'il crée, dans ce qu'il produit. Je ne vais pas corriger, je ne vais pas tirer à boulet sur une personne qui écrit un mauvais poème parce qu'elle l'écrit mal. Je vais de préférence l'encourager comme tu le fais, comme tu l'as toujours fait. Je vais l'encourager et je vais, sans être psychanalyste, je ne suis pas psychanalyste, je vais voir ce qu'il y a de bon dans ce qu'il y a dans tout cet appareillage, je dirais, abracadabresque ou abracadabran qu'il y a dans son texte. Maintenant, pour revenir à la question que tu m'as adressée, le premier livre, ça va surprendre les téléspectateurs, les téléspectatrices, c'est Ecclésiaste. C'est Ecclésiaste. Je pense que l'Ecclésiaste de Salomon est un texte de philosophie. Déjà, Salomon, c'est un grand personnage qui a profondément influencé la spiritualité occidentale. C'est la première chose. La seconde, je pense que les propos qu'a tenu Salomon dans Ecclésiaste diffèrent totalement de ce qui est écrit dans la Bible. Par exemple, j'ai une phrase que j'aime beaucoup de l'Ecclésiaste qui se trouve dans le 11e chapitre qui dit ceci. Si un arbre tombe au nord ou au midi, il reste à la place où il est tombé. Je pense qu'on ne saurait mieux traduire l'idée de la mort, par exemple. Ou encore, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Tout arrive également à tous. Quand je lis Salomon, je retrouve un certain Épictète, un certain Sénèque, un certain Marc Aurèle. Salomon qui est aussi fasciné par le soleil. Le soleil tout à est fait. là pour tout le monde, ça brille pour tout le monde. Une petite anecdote. Et lorsqu'on lit le livre des rois, par exemple, Salomon, qui, en priant Dieu, il lui a demandé non de l'argent, de la sagesse. Bon. Et puis, Salomon a eu une vie philosophique. Quand on lit la Bible, pas du lieu du croyant, du lieu de l'intellectuel, du lieu de l'herméneutique, on va voir que Salomon a eu une vie philosophique. Salomon a eu aussi une vie de débonnaire. Ah, tout à fait. C'est pour cette raison que c'est un roi débonnaire. C'est une façon pour il était dans le bonheur. C'est une façon pour te dire que Salomon, c'est quelqu'un qui a tenu à conserver, à garder, à reproduire ou encore à professer ce qu'il a écrit. Vous connaissez assurément l'anecdote de ces deux femmes-là qui se battaient pour le même fils. Oui. Donc, là, vous connaissez la suite. Je pense que la réaction qu'a eu Salomon, c'est une réaction de philosophe. Et c'est pour cette raison que j'admire beaucoup l'Ecclésiaste. Et la deuxième surprise que je vais annoncer à tout le monde, c'est que j'ai lu ce texte au moins 40 fois. 40 fois. C'est un texte qui m'a guéri, c'est un texte qui m'a accompagné, c'est un texte qui m'accompagne encore, et c'est un texte qui m'a dirigé vers d'autres philosophes, vers d'autres auteurs, et qui continue de m'accompagner jusqu'à présent. Absolument. Samy, quel est le premier livre que tu voudrais mobiliser parmi les titres de livres qui t'ont profondément marqué? En fait, au début, je l'ai un peu annoncé en disant que j'ai découvert ma sexualité en lisant. J'ai trouvé comme ça dans la bibliothèque de mon grand frère que je salue, Jean-Denis, qui est aussi un autre grand passeur, passeur de rêves, passeur de livres, et un petit livre qui s'appelle Les Folles Nuits, comme ça, sur la table. J'ai commencé à lire, et en lisant, je continue à lire, j'avance dans la lecture, et puis ma mère, qui est analphabète, est rentrée dans la salle alors qu'il n'y a pas d'image dans le livre. J'ai fermé le livre, comprenant que la présence de ma mère allait remarquer que je suis en train de lire des choses vraiment illicites. Voilà. Tout à fait. Donc c'est un livre écrit par Gérard de Villiers dans la série des SAS et qui met en scène justement une gouvernante un peu perverse qui s'amuse à chaque fois que les gens viennent dîner chez le comte à mettre un produit aphrodisiaque dans les aliments et tout de suite après, les gens se mettent à faire l'amour. Il y a une grande orgie qui se fait en lieu et place du dîner et chez le comte. Donc voilà, c'était un livre qui n'était pas vraiment de mon âge à l'époque, mais c'était le premier livre. Et après,
je vais quelque part et vous savez déjà ce qui se passe. Donc c'est donc le premier livre que j'ai retenu. Gérard de Villiers qui nous a laissé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, oui. Ouais, qui s'est marié 4 fois. Gérard de Villiers qui a écrit aussi Requiem pour Tonton Macoute, où il parle et on le voit descendre dans les rues de Côte-Plage, de Carrefour, du centre-ville, etc. Ouais. Donc c'est un grand auteur, c'est un auteur à succès qui a vendu français, mais vraiment des milliers de textes, mais qui en même temps dit de lui qu'il est de droite, qu'il est anticommuniste, qu'il est antisocialiste. C'est quelqu'un qui s'assume. Qu'il est libéral. Avec la série de Mac Bolan, du Prince Van Marcolin, c'est vraiment c'est une grande histoire et de romans. Quand on est jeune, on commence à les lire. Et je suis tombé sur ce livre un peu pervers et c'est là que j'ai découvert aussi ma sexualité. Monsieur, on va observer une deuxième pause à Délivrez-vous. Allez, mesdames et messieurs, respirez. Nous sommes en train de voir ce que nos invités lisent. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Délivrez-vous, c'est le bonheur sur votre petit écran, c'est le bonheur par le texte, c'est le plaisir du texte pour le dire à la Barthes. Délivrez-vous avec deux invités, délivrez-vous avec deux jeunes hommes qui lisent et qui adorent le texte. J'ai avec moi Samy, j'ai avec moi Casimir. Samara regarde, elle a 2 ans. Non, 4 ans. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans maintenant et c'est une émission pour le livre et par le livre. Casimir, quel autre texte t'a profondément marqué? Tu nous as fait le coup de la Bible. Oui, je vais vous faire les 399 autres pour reprendre la formule courante. Le deuxième livre qui m'a marqué, c'est L'Antivierge d'Emmanuel Larsan. C'est un texte, à mon avis, c'est un roman pornographique. Mais Casimir, si tu viens, mais c'est pas mal tes choix. Tu passes de la Bible à un roman pornographique. Oui, c'est vrai, parce que j'ai pu découvrir au travers de ce texte toute la culture de la dame. C'était pas quelqu'un qui s'était contenté de raconter les scènes pornographiques. C'est quelqu'un qui a un sens du pittoresque. C'est quelqu'un au travers duquel on peut voir toutes les grandes traditions littéraires, des traditions, je dirais, pornographiques, déjà. Et aussi, c'est quelqu'un qui a su construire son personnage, ou ses personnages, je dirais, dans un environnement à la fois assez petit bourgeois, mais et qui arrive à camper une vision du monde déjà à partir du plaisir, qui m'a bousculé déjà, qui m'a bousculé. D'ailleurs, lorsque je l'ai lu pour la première fois, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut toujours un rapport monogame homme-femme pour être heureux au monde? Et quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu es profondément monogame ou bien tu te dis le bonheur est dans le polyamour? Non, mais le bonheur, bon, déjà, j'ai déjà mon option à moi qui est la monogamie. Néanmoins, je pense qu'on peut toujours choisir d'autres options et que le fait d'être monogame aujourd'hui en Haïti en 2016 n'est pas la manifestation d'un simple choix. Cela, à mon avis, résulte de l'histoire, cela résulte des pressions sociales, cela résulte également de l'imaginaire, cela résulte également de notre peur, de ma peur, peut-être, à vouloir vivre seul, parce que la solitude est pesante, il faut quand même le dire. Et vivre tout seul, je dis bien tout seul, sans avoir quelqu'un à qui parler, sans avoir quelqu'un sur qui s'est penché, avec qui s'est penché, ou encore sur qui s'appuyer, c'est vraiment douloureux. Et
globalement, la monogamie assure tout ce confort-là, ce confort qui exclut, qui évacue tous les soucis qu'on peut se faire quand on est seul. Samy, je voudrais te mobiliser sur ce point par rapport à une citation que j'adore d'une écrivaine japonaise, elle s'appelle Nakajima Atsushi. Elle dit « La vertu, voyez-vous, c'est la faculté de jouir ». Est-ce que, à ton avis, Samy, dans la monogamie, il y a cette possibilité de vertu? Oui. Ou bien est-ce que tu serais dans le polyamour? Bien sûr. En fait, ce qu'on peut faire dans la monogamie, et que je pense être en train d'expérimenter, c'est de ne pas être le même homme à chaque fois. Ça donne l'impression d'être en même temps dans une sorte de polyamour, c'est-à-dire cette capacité à se dédoubler et cette capacité de création, c'est-à-dire il faut créer dans l'acte sexuel, il faut créer dans la vie du couple. Dans la vie du couple, dans la vie conjugale, et ça permet aussi de compenser ce manque qu'on pourrait retrouver dans le polyamour. Peux-tu nous dire maintenant quel deuxième texte t'a profondément marqué? Le deuxième texte qui m'a marqué, c'est Gouverneur de la Rosée, de Jacques Roumain. Le classique de la littérature. Le classique de la littérature, parce que vers la fin des études secondaires, en classe de réto, philo, on commence par être intéressé par les idées, on commence par être intéressé par la politique et on s'intéresse à ce qui se passe autour de nous, et la lecture d'un texte comme Gouverneur de la Rosée m'a permis de comprendre tellement de choses et m'a aussi permis de réaliser qu'il existe ce qu'on appelle le génie dans la littérature. C'est du génie de pouvoir prendre un décor qui reflète la misère, qui est celui de la ravine de Font-Rouge, et implanter toute une théorie en fait, de la solidarité sociale, une théorie quelque peu, j'ai envie de dire, socialiste, en y incrustant une petite histoire d'amour assez intéressante entre Anaïs et Emmanuel. Je pense que là, surtout avec la langue utilisée, ce français bouini sous le soleil des tropiques, comme on dit souvent, et ce français nationalisé. Je me rappelle de cette phrase de Anaïs à Emmanuel qui disait « Quel est ce grand causé que tu avais à me faire ?» On n'a pas besoin de savoir lire. Si, par exemple, on vous lit en audio ce texte pour comprendre, on n'a pas besoin de parler français pour comprendre ça. Pourtant, c'est du français et c'est du bon français, avec naturellement un ton haïtien, un ton créole. Donc, je pense que ce texte, c'est la manifestation du génie. C'est un texte aussi, Samy, qui postule une certaine allégorie du communisme. Oui. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que, comme aurait dit Lionel Touillot, ce Kanjaou qu'il y a dans le Gouverneur de la Rosée, est-ce que c'est possible maintenant chez nous en Haïti? J'aime reprendre ce mot de Yannick Laens qui disait souvent qu'elle est une pessimiste active. Donc, j'ai écrit un texte sur Jacques Roumain dans le cadre du colloque qu'on a fait en 2007, qui était organisé par le rectorat de l'université, et Penser avec Jacques Roumain, où j'ai présenté un texte qui est d'ailleurs publié dans les actes du colloque, d'un pessimisme tragique à un optimisme béat, l'évolution de la pensée littéraire de Jacques Roumain, où j'ai expliqué justement que dans un premier temps, notamment dans les premiers textes de Jacques Roumain, et à Montagne ensorcelée, etc., il y avait un certain pessimisme qui se dégageait. Et il voyait le monde haïtien assez tragique, il en avait marre des bourgeois, des élites, on peut voir à ce niveau-là les fantoches. Voilà, les fantoches notamment. Et donc, du coup, on commence à voir un certain épanchement de Jacques Roumain avec notamment les contes qu'il écrivait pour son fils. Il y avait un premier conte qui s'appelait déjà Gouverneur de la Rosée. Donc, et finalement, dans Gouverneur de la Rosée, on retrouve un Jacques Roumain totalement optimiste, un optimisme que j'ai qualifié de béat carrément. Et à l'époque, je croyais beaucoup dans la possibilité de cette solidarité.
Et on a beaucoup de rêves quand on n'a pas beaucoup vécu. Je ne suis pas vieux, mais avec le temps, je pense que je commence à devenir de plus en plus pessimiste. Et tout en restant actif. C'est-à-dire, je ne vois pas vraiment où ça va se passer, comment ça va se passer et si vraiment on va pouvoir s'en sortir, mais je veux bien. Et puisque je veux bien, je mets la main à la pâte, même si je n'ai pas vraiment la totale confiance que ça va changer vraiment. Bon, nous sommes dans le pessimisme actif. Casimir, et cette hypothèse communiste, pour le dire à la Badiou, qui est postulée dans le gouverneur de la Rosée, toi qui as lu ce texte, qui l'a peut-être lu plusieurs fois, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu te dirais communiste? Est-ce que je crois à l'idée du communisme ou est-ce que je crois à la proposition J'ose même pas parler de communisme. Faite par Jacques. Alors déjà la proposition, est-ce que tu vois une vraisemblance là-dedans? Est-ce qu'il y a des possibilités concrètes de réalisation de cette hypothèse communiste? Et toi, en tant qu'individu, est-ce que tu te dirais communiste? J'aimerais dire deux choses. D'abord, j'aimerais commencer par le texte, qui est un grand texte d'ailleurs. Un grand texte. On peut avoir plusieurs lectures, déjà sur le gouverneur de la Rosée. Il y a une figure, il y a une lecture contre laquelle je m'insurge, qui considère la figure de Manuel comme une figure messianique. Je ne pense pas que la figure messianique soit la lecture christique. Oui, la lecture christique. C'est-à-dire cette lecture-là qui part d'un individu pour changer la communauté. Où Manuel incarnerait le Christ qui vient. Et on sait, en Haïti, déjà depuis 1986, pour être plus près de nous, et tous les déboires que cela a connus, les figures messianiques que nous avons expérimentées déjà dans notre pratique politique. Il y a aussi une lecture, je dirais, communautariste, qui n'est pas communiste, communautariste. Pas du tout. Communautariste au sens où tout le monde, il y a un lien qui rattache, qui retient un ensemble d'êtres vivants, un ensemble d'êtres humains à vouloir faire quelque chose pour leur sortie, pour leur mieux-être. De ce point de vue-là, je pense que je me rangerais peut-être de la vision de Jacques Roumain. Maintenant, pour en venir à l'hypothèse communiste, bon, je ne suis pas communiste, je ne compte pas le devenir. Par contre, je crois à la collectivité, je crois à la contribution de chacun dans la collectivité, mais je ne crois pas que le communisme tel qu'il s'est construit, tel que ce paradigme est construit, que ce soit en Occident, la façon dont elle a pris forme en Haïti, m'inspire autant pour devenir communiste. Et on le sait ici, et peut-être qu'on en parlera dès la fin de l'émission. À la fin de l'émission, je pense que cette idéologie communiste est aussi un leurre, au même titre que l'idée de gauche, de droite, de nationaliste ou d'antinationaliste, de libéral, etc. etc. Je pense que c'est un leurre, c'est vraiment un trompe-l'œil. Ça, c'est tout un sujet d'émission, voir les grandes idéologies politiques et économiques. Et Casimir, je voudrais maintenant que tu nous dises le troisième texte qui t'a profondément marqué. Tu as anticipé, et je voudrais en parler tout à l'heure en répondant à la question que tu m'as adressée. C'est Ainsi par la langue qui est justement sous nos yeux là. Ainsi par la langue qui est de Jean Price-Mars. Et bon, tous les lecteurs ou encore ceux-là qui se réclament tels savent très bien qu'Ainsi par la langue c'est un classique. On peut avancer plusieurs raisons pour aimer Jean Price-Mars, notamment Ainsi par la langue. La première, c'est qu'il a été le premier à avoir posé et à avoir formulé des propositions intéressantes sur l'haïtien. Contrairement à ce que l'on peut penser sur Jean Price-Mars, Jean Price-Mars est celui qui ne s'est pas tant intéressé à nos origines africaines que de préférence de comprendre notre fait haïtien. Son souci, c'est de nous voir nous-mêmes, il le dit, tel quel. La seconde raison, pour ma part, qui fait que j'aime beaucoup ce texte, c'est à la fin du texte, je crois, il a proposé une lecture de la figure de Bouki et de Malice. Oui. Et en y réfléchissant ardemment, je vois que ces deux visions
Alors, ces deux figures, de ces deux figures dégagent deux visions d'Haïti. Il y a une vision, je dirais, une lecture officielle d'Haïti, une vision qui dit que Haïti est en crise, que Haïti ne marche pas bien, et que si Haïti ne marche pas bien, c'est parce que les institutions ont travesti les institutions, ou encore on ne décide pas de respecter les règles. Et il y a une autre vision qui est celle de Bouquet, pour moi, qui est la vision réelle d'Haïti. Et c'est ce que j'ai appelé dans le cadre d'une conférence que j'ai prononcée, moi, Ismaël, à Café Philo, il y a de cela 1 an, que j'ai intitulé sous le terme Haribo. Alors, j'ai même découvert récemment un concept assez, je dirais, académique pour servir d'équivalent à Haribo, qui est le terme d'hétéropraxie. Je pense qu'il y a une hétéropraxie en Haïti. C'est-à-dire, il y a un ensemble de manières de penser, d'agir, de fonctionner, qui sont reproduites par tous les individus de quelle classe qu'ils puissent appartenir en Haïti, mais qui obéissent à des logiques d'inversion et d'interversion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se fait à l'endroit, ou bien tout ce qui apparaît comme l'endroit en Haïti, se reproduit en réalité à l'envers. Je vais te donner un petit exemple pour finir, un petit exemple. L'exemple d'une émission. Il y a une émission de télévision, une émission rigolouse, pas l'émission que nous connaissons sur Télévision Caraïbe, une émission sur une autre station de télévision, qui profite des rigolades, qui profite des railleries pour mettre à nu, par exemple, les liens étroits qu'il y a entre les individus en Haïti. Quand on regarde cette émission, je n'ai pas mentionné le nom, on arrivera à découvrir, par exemple, les liens qu'il y a entre tel personnage politique et tel personnage politique, entre tel artiste et tel artiste. Donc cela obéit à cette logique-là, cette logique d'hétéropraxie, cette logique d'Haribo, cette logique qui veut regarder Haïti du lieu de l'inverse, qui veut pas regarder Haïti du lieu des institutions établies, mais qui veut de préférence regarder Haïti du lieu de l'envers, du détour, du contour, du pourtour, du périmètre. C'est ça. Samy, un dernier texte qui t'a profondément marqué? Oui, vous comprendrez très certainement que généralement les textes qui m'ont marqué, ce sont des textes littéraires. Et le dernier, c'est L'étranger. L'étranger d'Albert Camus, c'est un texte qui m'a vraiment beaucoup travaillé, qui a changé beaucoup de choses en moi, notamment une certaine conception du monde. Donc, avec L'étranger, j'ai découvert quelque chose qui s'appelle la contingence. J'ai découvert cette chose qui dit, écoute, il y a dans la vie des choses qui dépendent de vous, il y en a d'autres qui ne dépendent pas de vous. Donc, c'est joliment dit. Et aussi le détachement émotionnel dans l'étranger. Cette distanciation émotionnelle qu'on peut installer entre soi et le reste du monde. Ce qui a campé la figure de l'anti-héros. Donc, n'était-ce ce côté bonheurien chez moi, oui, il faut le dire. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, je serais devenu quelqu'un de très froid. Comme Meursault. Comme Meursault, distancié, étranger à lui-même. Ailleurs, totalement ailleurs. Donc, parce que je pense que c'est très nécessaire pour un monde comme le nôtre. Voilà. C'est un monde où vraiment, si vous commencez à vous faire des soucis pour des choses, vous n'allez pas eu le temps de vivre. C'est un monde au sein duquel il faut savoir dire mère décédée, vous n'allez pas enterrement, demain, j'ai reçu un télégraphe de l'asile. Bon, messieurs, nous allons maintenant regarder une jeune lectrice qui nous a envoyé une petite vidéo. Elle nous parle d'un livre qu'elle a lu. Regardons ensemble et c'est justement cette option qu'offre cette émission, cette possibilité que vous avez, téléspectatrices, téléspectateurs, de nous envoyer des vidéos sur le WhatsApp de l'émission et lesquelles vidéos qui seront diffusées. Allez, regardons ensemble. Salut, je m'appelle Magdala et je vais vous présenter le dernier testament écrit par Dieu lui-même. C'est un texte par lequel il nous fait connaître sa parole d'une toute autre manière. C'est la réédition des 3 plus grandes religions monothéistes du monde. À travers ce texte, on découvre la grande personnalité de Dieu. Il n'est pas parfait, ça il le dit. Mais par contre, il est très arrogant. Il donne raison rarement et il est parfois très dépressif. Dieu nous livre ses secrets sur la création et en profite pour répondre à ses adversaires qui ont tenté de prouver son inexistence pendant ces derniers millénaires. Il a réédité quelques parties de la Bible
qui, selon lui, ont subi de graves mésinterprétations, comme l'histoire d'Adam et Ève, auparavant qui étaient Adam et Steve. Dieu n'a jamais voulu créer deux êtres opposés. Auparavant, il a créé deux hommes qui devraient prendre soin du jardin et, en fin de compte, après le péché originel, Steve s'est transformé en Ève. Dieu nous dit qu'il n'est pas homophobe. D'ailleurs, au commencement, il a créé deux hommes. Regardez bien. Et ces deux hommes-là, vous savez, ils ont eu peut-être des humains. Quelque chose. Dieu n'est pas homophobe. À tous ceux qui prennent la Bible comme exemple pour dire que Dieu n'a pas voulu créer deux êtres de même sexe, ben, cherchez d'autres exemples. Dieu lui-même n'est pas homophobe. Et il y a encore l'histoire de Jacob à Péniel avant la rencontre d'avec Ésaü. Jacob ne s'est pas battu avec un ange. Et en plus, Dieu nous fait savoir qu'être omniprésent, ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Par exemple, dans vos relations intimes. N'allez pas croire que Dieu est un pervers et qu'il aime vous regarder en action. Ce n'est que vous seuls et vous seuls qui peuvent arrêter de subir sa présence. Vous voulez subir la présence de Dieu dans vos ébats sexuels? Cessez de hurler son nom. Et en plus, Dieu nous livre des secrets sur l'islam et aussi sur l'Apocalypse dans le retour de son fils Jésus-Christ. Vous voulez connaître toute l'histoire, je vous invite de lire le Dernier Testament de Dieu. C'était Magdala pour vous présenter le Dernier Testament. Merci Magdala, le Dernier Testament, très bien présenté. Et n'hésitez pas à poser le même geste que Magdala. Dès pour lire un livre là, fort plaisir. Prends un téléphone portable, faites filmer, mettez le téléphone à l'horizontale et puis vos vidéos à annonce WhatsApp émission, c'est avec plaisir qu'on a passé parce que l'idée c'est toujours de partager vos lectures, de mettre en avant le plaisir du texte. Nous sommes messieurs à la fin de l'émission, à la fin des Livrez-vous, nous sommes à la fin du bonheur. Messieurs, on va supposer un cas où vous êtes sur le point de passer l'arme à gauche. On vous demande une phrase qui résume votre parcours sur Terre, une phrase qui résume votre rapport avec le savoir, avec l'intelligence, une phrase qui vous dit. Quelle serait cette phrase, Casimir? La vie est une musique. Samy, quelle serait ta phrase? C'est un vers de Georges Castrat. Les mots nous masturbent, mon amour. Merci Samy, merci Casimir. Je suis enchanté de vous avoir sur ce plateau. Merci D'Angelo, merci Casimir. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir été branchés de cette émission. Je te remercie D'Angelo, je remercie tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices, tous ceux-là et celles-là qui m'admirent. Je pense à mes étudiants, je pense à mes élèves, je pense également à ma famille, à mon petit Mathias, à Manidji, à Café Philo. Merci et j'espère que ce ne sera pas pour la dernière fois parce qu'on sera invité pour autre chose. Absolument. Puisqu'il y en aura toujours. Le plateau Délivrez-vous est vôtre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Vous faites bien de la suivre. Vous faites bien d'être dans le bonheur et la belle énergie. Ça ne tue personne d'être content de la vie, d'être constamment et continuellement heureux. Ça ne tue personne de lire et d'aimer lire. Restez dans cette belle énergie. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.